La France, marquée par une pauvreté record en 2023. Au total, ce sont 9,8 millions de personnes qui se trouvaient en situation de pauvreté cette année-là. Des chiffres alarmants, historiques, inédits aussi, et qui nous interrogent, d'autant plus dans le contexte actuel. Quel budget pour la France alors que la pauvreté explose? On va en débattre avec nos invités, nos experts que je vous présente sur ce plateau. Aurélie Trouvé est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Députée LFI de Seine-Saint-Denis et présidente de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Olga Givernet est également à nos côtés. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Députée Renaissance de l'Ain et ancienne ministre de l'Énergie sous le gouvernement de Michel Barnier. Et on est également avec Antoine Comte, éditorialiste politique. Bonjour Lucie. Pour France Info. Bonjour Antoine. Avant de vous entendre, on va se tourner vers Arnaud Delataille, si vous le voulez bien, notre journaliste qui a regardé de près les chiffres de l'INSEE. Arnaud, le gouvernement, on le disait, qui doit établir un budget dans un contexte où la pauvreté explose en France. Oui, vous avez rappelé ce chiffre aujourd'hui, c'est 15,4%. Le taux de pauvreté en France, près d'un Français sur 7 est donc pauvre, selon les chiffres de l'INSEE. Entre 2022 et 2023, c'est plus 650 000 Français qui sont entrés dans ce seuil de pauvreté. Concrètement, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de pauvreté monétaire, c'est-à-dire les revenus mensuels qui sont inférieurs au seuil de pauvreté. En France, ce seuil, il est établi pour une personne seule à 1288 € par mois, c'est-à-dire que toute personne seule qui gagne cette somme ou en dessous est aujourd'hui considérée comme pauvre en France. Et quelles sont les catégories, Arnaud, qui sont les plus touchées parmi la population ? Il y en a plusieurs. La première, c'est les familles monoparentales. 34,4% d'entre elles sont aujourd'hui considérées pauvres. Vient ensuite les chômeurs. 36,1% d'entre eux sont dans ce seuil de pauvreté. Et puis, il y a cette catégorie qui augmente, c'est travailleurs pauvres. Aujourd'hui, en France, 8,3% des actifs qui ont un emploi gagnent moins de 1288 €. Cette catégorie, elle est en hausse de 0,6% entre 2022 et 2023. Ce qu'on regarde aussi, Arnaud, et ce qui est intéressant dans les chiffres publiés par l'INSEE, ce sont les écarts de niveau de vie qui, eux aussi, s'accentuent. Il s'accentue entre les Français, entre les deux catégories les plus extrêmes. L'évolution du niveau de vie en France en 2023 pour la population médiane, il a augmenté de 0,9%, c'est-à-dire que le niveau de vie est supérieur à l'inflation dans l'Hexagone. Mais regardez, si l'on prend les deux extrêmes du spectre, les 10% les plus riches ont vu leur niveau de vie augmenter de 2,1%, au contraire des 10% les plus modestes en France, leur niveau de vie a baissé de 1,1%, c'est-à-dire que l'inflation est supérieure aujourd'hui à leur niveau de vie. Merci beaucoup Arnaud pour tous ces détails et toutes ces précisions. Aurélie Trouvé, les chiffres de la pauvreté donc, qui explosent en 2023, qui avoisinent ceux des années 70, c'est ce que nous dit l'INSEE. Est-ce que ça vous étonne d'avoir une situation telle que celle-ci en France aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire que c'est terrifiant parce que derrière, c'est des vies, c'est des vies... Voilà, qui sont pas des vies dans la dignité, qui sont des personnes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, et il y en a de plus en plus, pendant que les ultra-riches sont de plus en plus riches. Et je voudrais dire que c'est une tendance de long terme, depuis particulièrement l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, puisqu'on voit que c'est une tendance d'enrichissement des plus riches depuis 2017 et d'appauvrissement des plus pauvres, bien entendu. Il y a une responsabilité, et là il y a une très bonne étude de l'Institut des politiques publiques qui le montre, une responsabilité d'Emmanuel Macron et des politiques de ses gouvernements, que poursuit d'ailleurs le gouvernement de M. Bayrou, la baisse des aides au logement, la baisse des aides au chômage, et puis dans le même temps, les cadeaux fiscaux aux ultra-riches. Je rappelle la suppression de l'impôt sur la fortune ou encore le fait de plafonner la taxation des revenus financiers. Olga Givernet, Emmanuel Macron et ses gouvernements qui sont responsables de l'augmentation de la pauvreté. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, je tiens d'abord à dire que ces chiffres qui datent de 2023 doivent être un moyen d'alerte pour se prendre vraiment conscience. Alors, on nous dit 2023, une inflation qui fait que en fait, c'est conjoncturel, mais on voit bien en fait sur les profils des personnes qui sont pauvres ou qui tombent dans la pauvreté, eh bien, c'est plutôt structurel, les familles monoparentales, les chômeurs ou les travailleurs précaires. Et ça doit vraiment être quelque chose qui nous anime, notamment dans l'arrivée du budget. Alors, c'est pas vrai, Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, il a bien pris en compte cela. Moi, étant ministre de l'Énergie sous le gouvernement Barnier, il y avait évidemment le besoin de faire absolument baisser dans les factures des Français la part énergétique. Il y a eu le bouclier tarifaire lorsqu'il y a eu une inflation du coût de l'énergie et des politiques publiques, notamment sur les questions de précarité en 2018, en 2023. On voit bien que ça n'endigue pas la problématique et qu'il y a une fracture qui s'augmente. Et je tiens à l'avouer, nous avons un débat nous-mêmes au sein de notre propre groupe sur la question de
la taxation des surprofits, la taxation des plus riches ou tout le monde n'est pas d'accord au sein de votre camp. Tout le monde n'est pas d'accord, mais je pense qu'il va falloir sérieusement votre position, c'est quoi la question. Pour ma part, je pense que lorsqu'on voit les chiffres, et les chiffres doivent parler, je suis une scientifique, d'un enrichissement, eh bien, il doit y avoir aussi la possibilité de faire contribuer ces plus riches dans leur enrichissement et de pouvoir repartager. On a un besoin d'un budget qui contribue à tout le monde et nous ne pouvons pas laisser les inégalités se creuser à ce point-là. Mais votre position à vous et votre point de vue, donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, vous seriez prête, pourquoi pas, à créer un nouvel impôt, finalement, pour taxer les plus riches, ce qui est un pilier d'Emmanuel Macron que de dire on ne crée pas de nouvel impôt. Alors, je crois qu'il y a quand même des divergences dans le sujet. Nous l'avons abordé, mais je crois qu'à un moment donné, on est capable d'évoluer aussi sur ces sujets-là et donc de prendre en compte la situation. En tout cas, moi, j'y suis favorable à titre personnel qu'on ait ce point-là à discuter. On arrive dans une période budgétaire qui va être très contrainte. On parle de gel du budget. On peut parler aussi de la taxation des plus riches. Aurélie Trouvé, quand vous entendez ce que dit Olga Givernet, notamment sur la taxation des plus riches, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous rassure quelque part qu'il y ait cette réflexion? Alors d'abord, pour revenir aux chiffres de la pauvreté, je voudrais dire que c'est encore même pire que les chiffres que vous donnez parce que l'INSEE ne recense pas les sans domicile fixe, les étudiants, etc. Donc c'est au moins 2 millions de personnes dans les Outre-mer. Exactement. Et donc c'est au moins 2 millions de personnes en plus de ces 10 millions de personnes qui sont maintenant plongées dans la pauvreté. Et je le dis, c'est le cas, c'est de pire en pire depuis que le président Macron est au pouvoir, même depuis 2023, parce que tout ce qui remonte des associations et du terrain, c'est catastrophique. Par exemple, cette année, nous, en Seine-Saint-Denis, il y a une envolée, une explosion des expulsions des locataires. Bon, c'est, voilà, la fondation des plus défavorisés dit que c'est une catastrophe du point de vue du logement de plus en plus indécent et des mal logés. Donc, sur la taxation, eh bien, nous voyons que le gouvernement Bayrou continue la politique anti-pauvre, je le dis très clairement, anti-pauvre, pro-riche. Pourquoi ? Politique qui est menée maintenant depuis 8 ans. Regardez cette idée d'année blanche, d'accord, qui est l'hypothèse la plus solide. Année blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est une étude de l'OFCE, que les retraités vont perdre 350 € en moyenne, dont les retraités les plus modestes de revenus annuels. Pardon, je fais une pause les chômeurs. Simplement parce que ce que vous êtes en train de dire, on va le voir s'afficher à l'image, parce qu'on comptait en parler justement, cette étude de l'OFCE. Donc vous parliez des retraités. Et on va le voir dans un instant, qui perdrait effectivement 350 €. C'est un économiste de l'OFCE qui a fait cette étude. Les chômeurs, 180 € et les salariés, 105 €. Allez-y. Parce que vous imaginez quand même que les chômeurs qui sont déjà dans la pauvreté la plus absolue et qui l'ont pas choisi, parce que je rappelle qu'il y a un emploi disponible pour 13 chômeurs aujourd'hui en France et que non, un chômeur n'a pas choisi d'être chômeur en fait. Eh bien ces chômeurs-là, on va leur retirer encore 180 € de revenus. Mais vous vous rendez compte dans quel pays on est? On est la 7e puissance économique du monde. Voilà la situation dans laquelle nous a plongé le président Macron et ses gouvernements. Et vraiment, c'est insoutenable. Olga Givernet, je vais vous donner la parole, mais avant, Antoine, on va peut-être se remettre en tête ce que ça veut dire qu'une année blanche pour nos téléspectateurs. C'est une piste qui est envisagée justement pour faire des économies et essayer de se rattraper un petit peu sur la question du budget qui est compliquée. Oui, absolument. C'est une année blanche qui donc aurait un impact, vous venez d'en parler, sur tout un tas de prestations sociales. Voilà, de prestations sociales, bien sûr, et de franges de la population qui sont concernées justement par ces prestations sociales. C'est l'une des hypothèses parmi d'autres. Ce n'est pas celle qui est tranchée du tout par le gouvernement. Donc, mais on en entend de plus en plus parler quand même. On en entend de plus en plus parler parce que l'objectif, c'est aussi de ne pas tomber dans l'augmentation d'impôts. Emmanuel Macron, vous l'avez dit, ne le souhaite pas. Il y a, par exemple, cette piste aussi de la rumeur d'un retour de la TVA sociale. François Bayrou a lancé un ballon d'essai pour voir comment ça prenait auprès de l'opinion publique et auprès des parlementaires. L'objectif, c'est qu'en fait, on va dire certaines catégories de la population ne se retrouvent pas avec des augmentations d'impôts, contrairement à d'autres. Voilà, donc ils vont tester l'année blanche peut-être pour voir ce que ça donne, mais c'est sûr que ça ne serait pas forcément très positif. Peut-être juste un mot quand même sur Emmanuel Macron et ses promesses de lutte contre la pauvreté. Rappelez-vous ce qu'il avait dit en 2017, c'était en décembre 2017, c'était un discours où il parlait d'une projection pour l'année 2018. Il avait dit la première des batailles, je le cite, c'est de loger tout le monde dignement, avec donc cette promesse qu'il n'y ait plus personne à la rue, on s'en souvient. Et donc, d'ici la fin de l'année, avait-il dit, donc d'ici la fin de l'année 2018. Donc là, on voit bien qu'on en est très loin, une promesse qui visiblement n'est pas tenue. Olga Givernet, avec ce que vient de dire Antoine et ce que disait Aurélie Trouvé, j'aimerais vous entendre sur cette question de la fameuse année blanche et de la politique anti-pauvre, pour reprendre les mots d'Aurélie Trouvé, que mène François Bayrou.
Alors, les questions de l'année blanche, effectivement, avec les chiffres qui ont été montrés, les chiffres notamment sur les retraités, tous les retraités ne sont pas pauvres. D'ailleurs, le taux de pauvreté s'applique beaucoup moins aux retraités qu'à des populations, notamment les jeunes, les familles monoparentales. Donc, la question qu'en fait, on puisse voir que les retraités baissent un peu dans leur pouvoir d'achat est peut-être moins grave que de dire, en fait, on va avoir les jeunes qui sont plus rapidement dans la pauvreté. Ça, je tiens à le dire. Et donc, il ne faut pas tout mélanger, le taux de pauvreté d'un côté et l'année blanche avec les impacts que ça peut avoir. En revanche, les salariés, ça, on l'a absolument identifié, que pour certains, le travail ne paye plus suffisamment pour subvenir à ses besoins. Donc là, ça pose un problème. Les personnes au chômage également, puisqu'on sait déjà qu'ils sont en situation de très grande précarité. Donc vous dites on va protéger salariés et chômeurs, par contre les retraités, s'ils payent un peu plus, c'est pas grave? Mais moi, je crois que les retraités, d'ailleurs, on l'avait identifié quand on a fait une augmentation sur les questions de la CSG, la partie des retraités est moins touchée par le taux de pauvreté, on le sait. Mais quand on dit on va aller soutenir les populations les plus précaires et les plus pauvres, on connaît la situation budgétaire de la France. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Donc moi, je vous le disais, je suis favorable à ce que les plus riches, ceux qui engrangent les dividendes, puissent contribuer. Et il faut aussi regarder les parts de population qui sont les moins fortement impactées, notamment par les questions d'inflation. Si je résume avec mes mots pour vous, taxer les plus riches, pourquoi pas? Taxer les retraités, pourquoi pas? C'est partagé par votre groupe ou pas? Alors, taxer les retraités, moi je dirais plutôt, regardons ce que les retraités aisés dispositifs, notamment l'année blanche, peut avoir sur les retraités. Attention à ne pas amalgamer les... Est-ce que vous êtes suivi dans votre parti sur ces positions? On a encore des discussions. Vous savez, on est au début de l'été. On attend la copie du Premier ministre également, qui doit nous la présenter. Je crois savoir qu'il vaut aussi redonner la main aux parlementaires pour trouver des solutions. Et puis, il y aura toutes les études d'impact qui pourront être menées et un débat qui s'annonce très, très chargé dès le mois de septembre. Les positions d'Olga Givernet au sein du socle commun, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, les Républicains notamment. Ah oui, c'est clair. Tout ce qui est augmentation d'impôts du côté des LR, c'est non, notamment dans la bouche de Laurent Wauquiez, qui a même dit qu'il ne voterait pas ce budget s'il y a ne serait-ce qu'une seule augmentation d'impôts. Juste une petite question, vous parlez des retraités, l'abattement fiscal de 10% sur les retraités qui pourrait être supprimé ou pas. Enfin, en tout cas, c'est l'une des pistes qu'on entend aussi. Est-ce que ça avance ou pas? Moi, je pense qu'il faut le regarder. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il en est sur les chiffres, mais je pense qu'il faut aussi le mettre dans la balance. Même sur les petites retraites alors non, parce que les petites retraites, on les a revalorisées. Donc il faut faire attention de ne pas avoir des politiques contradictoires, de créer du soutien d'un côté pour pouvoir les faire rebaisser. Mais simplement, moi je ne crois pas qu'il y aura un budget qui soit voté à l'automne. Donc finalement, qu'il y ait les LR ou pas, la question c'est plutôt comment est-ce que le gouvernement peut passer. Alors ça voudra dire très certainement 49.3. La question derrière, c'est est-ce qu'il y a censure ou pas. Mais je ne vois pas dans la configuration qui date depuis 2022. Cette majorité relative, elle date depuis 2022. Et la situation se dégrade depuis ce temps-là. Donc à croire que finalement, on n'a pas réussi ce pari. On n'a pas réussi ce pari. Allez, Aurélie Trudeau, à faire cette coalition. C'est faux. En fait, on a un gouvernement qui piétine d'ailleurs chaque année par un 49.3 les votes de l'Assemblée nationale. Je rappelle que nous avons voté à l'Assemblée nationale très récemment pour la taxe Zuckman qui permet de taxer, vous le savez, les plus gros patrimoines, les 1800 personnes qui ont les plus gros patrimoines à hauteur de 2%. Sachez qu'il y a une tribune ce matin de 7 prix Nobel d'économie qui disent qu'il faut absolument imposer ces plus gros patrimoines qui sont de plus en plus gros, d'accord ? Et ces 1800 contribuables, leur prendre 2% de patrimoine, ça leur fait quoi, franchement, si c'est un yacht en moins ? Voilà, c'est ça le résultat. Pendant qu'il y en a qui sont à ne pas pouvoir faire manger leurs enfants chaque mois. Voilà, et moi, entre un yacht en moins et puis pouvoir faire manger ses enfants chaque mois, je choisis de faire manger les enfants chaque mois. Voilà. Et donc, sur la taxe Zuckman, j'y arrive, ça a été voté à l'Assemblée nationale, donc il y a une majorité pour ça. L'année dernière, nous avons voté en commission des finances, avant que ce soit balayé par le 49.3 du gouvernement, 75 milliards de recettes publiques en plus. Ces recettes, c'est des impôts uniquement sur les ultra-riches. Et je dis bien uniquement sur les ultra-riches et les profits des multinationales. Donc il y a bien une majorité pour ça. Sauf qu'en fait, on a des gouvernements, et notamment d'Emmanuel Macron, et ce gouvernement de M. Bayrou, qui refusent absolument de toucher au patrimoine et à la très grande richesse des plus riches. C'est ça le problème depuis 8 ans. Vous voyez qu'au sein de Renaissance, il y a certains députés qui réfléchissent. Oui, je finis. Alors même quand même que depuis 8 ans,
Il manque 62 milliards de recettes publiques, c'est le rapport de la Cour des comptes qui le dit. Il manque 62 milliards chaque année parce qu'il y a eu des cadeaux fiscaux, particulièrement vis-à-vis des plus riches, par le président Macron. L'impôt sur la fortune supprimé, 4 milliards d'euros. Les revenus financiers moins taxés, 4 milliards d'euros. La baisse de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, 11 milliards d'euros. Tout cet argent, déjà, que vous le restituiez aux contribuables et à l'État, je pense que ce serait pas mal. Aurélie Trouvé, j'entends ce que vous dites. J'aimerais que vous répondiez à ce qui a été dit aussi par Olga Givernet, à savoir taxer les plus riches, elle, en tout cas, à son niveau personnel, envisage, et taxer les retraités les plus aisés. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez voter ? Sur les retraités, je ne vois pas pourquoi nous irions faire spécifiquement les poches des retraités. Je m'explique. Le niveau de vie des retraités est similaire au niveau de vie des actifs et du reste de la population. Moi, je veux vivre dans un pays où nos aînés ne vivent pas de façon plus pauvre que nous, en fait. Je trouve que c'est normal que les retraités aient à peu près le même niveau de vie que nous. Donc, en fait, il faut que la Macronie et le gouvernement acceptent à un moment donné, non pas de viser les retraités ou les chômeurs ou que sais-je, mais tout simplement de viser les plus riches, parce que ce sont ceux qui se sont les plus enrichis depuis 8 ans et les chiffres sont très clairs. Qu'est-ce que vous répondez, Olga Givernet ? Moi, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas rentrer dans une discussion, puisqu'effectivement, il y a une partie dans notre groupe qui veut regarder de manière plus poussée ces questions d'imposition sur les plus riches. Donc, il faut qu'on reste quand même sur un discours qui soit modéré, modulé. Ce n'est pas non plus le coup de faire des coupes, parce qu'on sait très bien que dans l'économie, on peut envoyer des mauvais signaux aussi. Hein. On a encore des menaces de délocalisation et donc des risques de perte d'emploi. Enfin, ça, on le sait alors, également. Donc, la question, en fait, de savoir, c'est comment est-ce qu'on met des dispositifs en place et puis qu'on arrive à les mener au bout, notamment sur la promulgation des lois. Et en tout cas, la taxe Zuckman, pour l'instant, on n'en est pas au niveau de la promulgation. Donc, on est bien conscient des questions qui sont à discuter. Je crois qu'on aurait intérêt à élargir ce socle qui peut potentiellement aller vers cela, mais on sait qu'on perd du monde en route. Mais la taxe Zuckman, ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, Olga Givernet, la taxe Zuckman, puisque c'est elle qui est sur la table. Cette prix Nobel d'économie sur la taxe Zuckman qui n'était pas en faveur parce qu'il y a une position largement. Mais on sait qu'on en discute en interne et c'est compliqué. Mais pourquoi pas vous avez 7 prix Nobel d'économie mondiaux, les 7 derniers prix Nobel d'économie qui vous disent allez-y. Pourquoi vous le faites pas ? Mais parce que vous savez que politiquement, lorsqu'on aborde un sujet, et notamment d'impôts, il est beaucoup plus facile de dire on n'augmente pas les impôts et donc tout le monde se sent protégé, que ce soit des plus riches aux plus pauvres. Et à partir du moment où on va commencer à évoquer, il va falloir moduler, faire comprendre quel public peut être typiquement visé. Mais on sait très bien qu'en général, c'est réutilisé, notamment par les populistes, notamment par l'extrême droite. Et je pense qu'on a collectivement cette responsabilité à faire en sorte que l'extrême droite ne puisse pas se saisir de manière populiste de l'ensemble de ces sujets. Et je crois qu'il faut avoir ces discours modérés au Parlement et je souhaite que ça puisse aboutir. Là, pour l'instant, on est quand même dans des situations très, très clivées. Antoine. Non, mais sur la taxe Zuckman, le problème, c'est que déjà, vous n'avez pas la majorité au Sénat. Je rappelle que le Sénat est contre cette taxe Zuckman. On peut l'avoir Mais vous savez qu'on a le mot final quand même à l'Assemblée nationale. Bien sûr, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et puis si le gouvernement le souhaitait, il ferait un 49.3. Mais si je peux juste finir ma phrase, mais à l'Assemblée nationale, vous savez aussi très bien que dans ce fameux socle commun qui n'a plus grand-chose de commun, vous avez notamment les LR qui sont très représentés et qui sont contre aussi. Donc c'est très compliqué. Quand vous dites 7 prix Nobel, j'imagine que tout le monde est plutôt d'accord pour soutenir en effet les prix Nobel, mais vous avez aussi, et ça ne vous a pas échappé, notamment depuis 2024, une Assemblée qui est totalement éclatée, y compris au sein de ce socle commun. Donc, visiblement, vous avez l'air d'être plutôt favorable, vous personnellement. Mais je crois qu'en fait, quand on veut aller chercher des majorités, on sait au niveau central qu'on va chercher des fois un peu à droite, des fois un peu à gauche. Sauf que moi, ce qui me dérange, c'est qu'à gauche, c'est beaucoup plus difficile, alors qu'on saurait parmi donc, en gros, vous demandez un pas à la gauche pour faire un pas vers eux aussi, si je comprends bien. Et je voudrais que ça se fasse, ouais. Allez, Aurélie Trouvé, répondez. C'est très simple. La taxe Zuckman, d'abord, a été votée, on est d'accord, à une majorité à l'Assemblée nationale. Elle peut avoir le mot final. Vous pourriez très bien dire, voilà, ça a été voté, donc on le met en place, y compris vous faites un 49.3 depuis 3 ans, donc ce serait tout à fait faisable. Mais par ailleurs, si les démocrates, EPR et Horizon se mettaient d'accord sur la taxe Zuckman avec nous le voterions tous ensemble et à la majorité, vous le savez très bien. Et vous, Madame Givernet, qui faites effectivement partie des rares députés du bloc présidentiel à vouloir davantage de redistribution. Voilà, je vous le dis, nous avons ici une majorité. Et je le redis, ce gouvernement, malheureusement,
malheureusement, ne vous suit pas pour l'instant et continue à imposer une politique que je considère comme une politique anti-pauvre. Mais Aurélie Trouvé, ce que vous dit aussi Olga Givernet, et j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est que finalement, je vous paraphrase, mais vous me coupez si ce n'est pas le cas, que la France insoumise n'est pas assez ouverte à la discussion, la gauche de façon générale et la France insoumise en particulier. C'est un peu ça que vous avez dit quand vous demandez un pas de la gauche vers vous. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ça ne marche pas comme ça, ça marche avec des votes. Vous voyez, quand à l'Assemblée nationale l'année dernière, nous avons un vote à la majorité, d'ailleurs parfois avec des partis différents. Nous avons un vote à la majorité pour 75 milliards de recettes publiques supplémentaires. C'est un fait, c'est le vote. Et donc ensuite, quand il y a un 49-3, c'est bien que le gouvernement a décidé de se laver les mains des décisions en faveur de taxation pour les ultra-riches. Pourquoi nous avions décidé ça et pourquoi c'est passé à la majorité des députés ? Parce que les députés voient très bien, pour une grande partie, qu'il y a un appauvrissement sur le terrain, que les gens n'arrivent plus à nourrir correctement. Je veux dire, moi j'ai des remontées en circonscription, mais vous aussi, c'est de plus en plus terrible. Des profs qui me disent, mais madame, en fait, maintenant on est obligé d'aider nos élèves pour s'acheter une pomme à midi pour qu'ils ne tombent pas dans les pommes. Enfin, moi je vous le dis avec de l'émotion. Et je trouve que c'est de pire en pire. Et voilà les résultats de ça, de ce refus d'aller redistribuer l'argent. Et nous avons effectivement en circonscription, dans nos rendez-vous de permanence, des questions de logement assez prégnantes. On n'arrive pas à faire tourner le parc de logement pour pouvoir répondre aux besoins des familles. Et la question des familles, et je reviens sur les familles monoparentales, je crois qu'on a un travail aussi à faire sur les configurations familiales qui se mettent dans des situations, et par choix, et on peut les comprendre tout à fait, mais qui malheureusement ont un impact financier. Et quand ces familles qui ont des enfants qui sont pauvres, après on sait qu'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Donc là, on est en train de cranter, malheureusement, la pauvreté du futur aussi, parce qu'il est beaucoup plus difficile de pouvoir en sortir. Ce budget-là va être un exercice très compliqué, très, très compliqué, et aussi pour les consciences des uns et des autres, puisqu'il faut des coupes budgétaires de l'État, qui est quand même très présent en soutien financier. Certains vont trouver que c'est trop, ou vont parler d'assistanat. Moi, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Je pense qu'il faut des politiques ciblées pour aider et accompagner les personnes à sortir des situations de précarité en retrouvant des emplois et des emplois qui payent correctement. Et donc, c'est tout ce principe-là, mais il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait. Il faut remettre sur la table. Je crois qu'après, dire qu'on a eu des sessions budgétaires où il fallait absolument taxer tout le monde, ça a été compliqué également. Et c'est la part du gouvernement de prendre ces décisions et de trancher. Encore une fois, on va avoir toutes les contradictions possibles et imaginables. Où est-ce qu'on oriente en fait nos budgets ? Il va y avoir la question militaire. On a une question écologique et une urgence qui va se donner aussi. Comment est-ce qu'on soutient et qu'on n'accentue pas la fracture ? Je pense que les Français sont tout à fait conscients de l'équation absolument impossible à résoudre, et pourtant qu'il va falloir résoudre. Les Français, ils en sont peut-être conscients. Ils sont aussi conscients des difficultés dans leur quotidien, et on le voit ça dans tous les sondages. C'est ça qui revient à chaque fois. Antoine, il y a 40 milliards à trouver en termes d'économie. Et la copie, c'est à rendre le 15 juillet. Absolument. On attend avec impatience la prise de parole du Premier ministre François Bayrou, j'imagine toutes les deux aussi. La question qui se pose, c'est en fait, on ne voit pas, c'est peut-être une question à vous deux, comment François Bayrou et le gouvernement peuvent faire sans augmenter les impôts. Enfin, il va falloir toucher soit retraités, soit augmenter les impôts quelque part. Enfin, 40 milliards, quand on voit que Emmanuel Macron veut passer, vous l'avez dit, le budget des armées, de la défense à 5% du PIB, quand vous dites qu'il y a une urgence écologique, en fait, il y a des urgences partout. Comment trouver ces 40 milliards sans augmentation d'impôts et faire plaisir à tout le monde finalement ? Une mesure chacune, très rapidement s'il vous plaît, parce que le temps file. Olga Givernet, ensuite Aurélie Trouvé. Alors, une mesure prioritaire. Il faut pouvoir réduire la dépense, mais quand on dit ça, ça veut dire qu'on touche à des politiques publiques, et la question c'est de l'arbitrage. Et c'est quoi l'arbitrage pour vous ? Et politique publique, il faut rester en soutien d'abord de l'urgence écologique et du soutien aux plus précaires. Donc vous dites on garde certains endroits, mais vous dites pas où il faut couper. Il faut couper où ? Mais c'est ma question. C'est tout le débat qui va nous animer jusqu'à l'automne. Aurélie Trouvé. Et oui, je rejoins ce que vous dites, Monsieur Comte. Il faut des impôts supplémentaires sur les ultra-riches, surtout pas sur les plus précaires, parce que je rappelle que vous aviez augmenté... Pas dit vraiment ça, mais... Moi, en tout cas, je vais dans votre sens sur la hausse d'impôts sur les plus riches. Parce que, surtout pas, vu les chiffres qu'on vient de voir, surtout pas sur les classes populaires, vous êtes d'accord ? Alors que, justement, les taxes sur l'électricité et le gaz ont été augmentées cette année. Donc, c'est catastrophique. Donc, sur les plus riches, taxe Zuckman, 20 milliards d'euros sur les plus gros patrimoines, les 1800 plus riches de France. Et puis, par exemple, la réinstauration de l'impôt sur la fortune climatique qui permet, selon nous, de rapporter 15 milliards d'euros. Ça évite de s'en prendre aux classes populaires. Merci mesdames d'avoir accepté ce débat. Merci Antoine d'avoir été avec nous.